Vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité. Ce qui a retenu notre attention, vous le savez très bien ici même, dans Ça fait débat, puisque c'est les sujets faits marquants de la semaine. Allez, c'est parti, sans tarder. Le programme qui a retenu, ou plutôt les thèmes qui ont retenu notre attention dans Ça fait débat. Kenyatta, le président Kenyatta, il a osé, il a décidé d'aller devant la CPI. Mais pas en tant que président, en tant qu'individu, en tant que citoyen classique ordinaire. Alors à quoi ça sert cette présence? On va en parler tout à l'heure. L'Europe qui réduit la propension au retour des migrants africains. Alors la question, on va la poser clairement. Pensez-vous que l'Europe se tire une balle dans le pied en adoptant cette fameuse stratégie restrictive et stérile? Et puis, autre sujet qui a beaucoup secoué ces derniers mois, c'est mariage pour tous, manif pour tous. Eh bien, nous nous sommes intéressés, vous savez, à l'homosexualité en Afrique. Est-ce un sujet tabou? Selon eux, une partie de la population continue à affirmer que l'homosexualité vient de l'Occident. On en parle tout à l'heure. Dernier sujet, égalité des chances, vérité ou arnaque? Ça tombe bien, on a des débatteurs et des débattrices qui vont en parler. À quand une France sans préjugés? Et puis, pour parler de la situation en Centrafrique tout à l'heure, je reçois mon invité dans Ça fait débat en deuxième partie. Il s'agit de monsieur Nelson Tchadjer, qui est le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. La situation, il faut le dire, en Centrafrique, elle est assez chaotique. On en parle tout à l'heure dans Ça fait débat. Et puis, vous le savez, dans Ça fait débat, la page Facebook Ça fait débat, vous likez, vous commentez. Et puis sur Twitter, c'est @CFDébat. Le dicton n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression. C'est parti. Eh bien, je vais présenter ceux et celles qui vont commenter, vous le savez, l'actualité qui a secoué la semaine. Morad Ghazli. Morad, bonjour. Bonjour. Ravi que tu sois parmi nous, que vous soyez parmi nous. Tu veux dire tu es, ouais. Pas de souci. Maire adjoint, politique, syndicaliste, entrepreneur et ancien grand sportif, c'est vrai, judoka. Vous savez, quand on regarde vos gabarits, moi, j'ai pas envie de me frotter. Je suis retraité, je suis un jeune retraité. Vous êtes un jeune retraité. Face à vous, une journaliste qu'on connaît aussi, elle s'appelle Nicole Suzy. Nicole, bonjour. Bonjour. Journaliste plutôt politique ou plutôt actu? Économie, culture, mais je m'intéresse à la politique. À la politique, c'est aussi pour cette raison-là que vous êtes sans là. faire d'analyse, parce que souvent, on peut être des porte-parole de politiciens, on les défend, mais après, quand ils changent de dialogue, de veste, ça tombe bien, on est pris dans notre propre piège. Donc, je me suis éloignée de ce monde-là. Mais de ce monde-là, à vos côtés, chère Nicole Suzy, quelqu'un qu'on connaît très bien ici, de la même façon que Morad Ghazli, puisque vous êtes très suivi, Ali Soumaré, conseiller régional et le secrétaire de la section du Parti socialiste de Villiers-le-Bel. Pardon. Merci Ali Soumaré. De rien. Ça va, tout va bien? Oui, toujours un plaisir d'être là. Toujours un plaisir d'être là. Hein. Quant à la politique socialiste, en ce moment... Pas évident. C'est pas évident. Bon, enfin, c'est pas le sujet, en tout cas, messieurs. Vous savez, avant de démarrer cette émission, on a reçu énormément de commentaires. Et d'ailleurs, je tenais particulièrement à vous remercier. Merci à vous. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les deux chaînes, Télé Sud et numéro 23. Et je tenais particulièrement, il y en a qui ont retenu mon attention. Alors par exemple, il y a un téléspectateur qui lui a dit qu'il était très ravi, très content de cette émission, qui est à la fois ouverte, libre et en toute liberté d'expression. Merci à vous. Autre téléspectateur qui s'appelle Alain. Bonjour monsieur Adil Farkat, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt à chaque fois. Mais attention, je tenais à réagir aux propos scandaleux tenus par Rust la semaine dernière et surtout par Willy Blah. Eh bien, moi je dis non. Comme d'autres personnalités, d'autres personnes qui ont été malheureusement témoins directs ou indirects des exactions et crimes commandités par Laurent Gbagbo. Et Madame Gbagbo aussi également. Voilà, il est long, vous avez vu, très très long, son commentaire, je ne vais pas tout lire. Et puis enfin, un autre commentaire qui a retenu notre attention, une téléspectatrice qui s'appelle Mademoiselle ou Madame Bakon Gomba, elle dit « Je comprends le panafricanisme de votre invité, mais hélas, notre invité la semaine dernière, c'était Willy Blah, qui est le président du CRI panafricain. Elle dit, mais hélas, qu'il ne s'informe davantage sur le dossier de la Côte d'Ivoire avant de raconter n'importe quoi. Voilà, et ben vous êtes nombreux à le faire. C'est une nouveauté, et désormais, ça va passer à l'antenne. Tous ceux qui commentent, on retiendra ceux qui ont les plus populaires, on va dire, voilà. Allez, messieurs, premier sujet, avant de commenter, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce sujet proposé par la rédaction de Télé Sud. Il s'agit du Kenya. C'est une première, un premier chef d'État face à la CPI. Regardez. Ce matin, au palais présidentiel Kenya, une signature historique. Uhuru Kenyatta vient de déléguer ses pouvoirs à son vice-président William Ruto. Le président Kenya peut maintenant prendre le chemin de la haie pour assister à son procès à la Cour pénale internationale. Uhuru Kenyatta est accusé d'avoir orchestré des massacres post-électoraux en 2007 qui ont fait près de 1200 morts. En acceptant de se rendre à la haie, le président Kenya est le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. Avant son départ,
Uhuru Kenyatta s'est longuement défendu hier devant le Parlement kenyan. Des accusations sans fondement et sans preuve sont toujours à l'ordre du jour. Mes accusateurs, à la fois mes compatriotes et étrangers, ont dépeint une image infâme de la plupart des leaders africains, les décrivant comme l'incarnation de la corruption et de l'impunité. Cette audience à laquelle Uhuru Kenyatta assiste à la CPI est déterminante pour la suite de la procédure. Elle porte notamment sur un éventuel nouveau report de son procès pour crime contre l'humanité. En acceptant d'assister à l'audience, Uhuru Kenyatta va à l'encontre de la résolution de l'Union africaine qui énonce qu'un chef d'État en exercice ne soit pas poursuivi devant la CPI. Mais si le président kenyan avait boycotté son audience, il s'exposerait à un mandat d'arrêt de la CPI. Alors moi j'adore, parce que le président Kenyatta, au Kenya, vous connaissez ici, on parle librement. Moi j'aime bien, en même temps il dit je ne me présente pas en tant que chef d'État, il se présente en tant qu'individu citoyen. D'abord, bon, ok, très bien, que veut-il transmettre comme message à la population? Et puis, véritable bras de fer entre le président, donc Kenyatta, et puis la Cour pénale internationale. Messieurs, je lance le débat. C'est vrai, à quoi ça sert finalement sa présence, puisqu'on se pose des questions, puisque le procès il est quasiment incertain? C'est vrai, Morad Ghazouani? Non, je vais rester d'abord sur la forme, à rentrer sur le fond. Moi, c'est pas la CPI, c'est la CPO, c'est la Cour pénale occidentale. Pourquoi vous dites ça? Pour quelle raison? Vous savez, je vous vois arriver, vous allez encore taper sur la CPI, c'est toujours la CPI qui s'adresse au chef d'État africain. Le jour où je verrai George Bush devant la CPI, je dirais que c'est vraiment international et universel. Or, à ce jour, ils sont toujours là sur des exactions qui ont été faites par des personnes plutôt, à la base, plutôt dominées par l'Occident ou pour l'ancienne puissance coloniale. Le Kenya, c'est encore un exemple. Et alors que toutes les atrocités commises par les autres États, la France aussi sur la Libye, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un massacre qui est fait après notre intervention. Je vous parlais donc de l'Afghanistan, mais qui va être poursuivi sur l'Afghanistan? Est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Alors j'ai bien compris votre analyse. Mais il faut faire quoi finalement? On fait quoi alors? Ça veut dire qu'on arrête la CPI ou alors on condamne la CPI elle-même en disant qu'il y a deux poids deux mesures? Parce que c'est vrai que ce débat revient régulièrement ici dans sa fait débat. Systématiquement en permanence, quand je reçois les débatteurs ou les débattrices, ils me disent « Ouais, mais la CPI, nous, on n'est pas d'accord parce que ils tapent énormément sur les chefs d'État africains. » Les magistrats qui composent la CPI. Voilà, c'est tout. Allez, Souma. Non, mais c'est important. Oui, non, mais attendez. De quelle nationalité sont les magistrats? Est-ce que la proportion est représentée? Vous savez, je reviens à la même chose. On revient comme les Nations Unies. Les 5 pays qui ont la main mise sur le monde, les 5 pays membres permanents, il n'y a pas un membre permanent de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'à 5, ils peuvent se mettre d'accord pour dire je vais te bombarder. À 5. À 5. Vous êtes d'accord avec ce qui se dit? Alice Soumaré, Nicole Suzy? Moi, j'ai vachement évolué sur ce sujet-là, effectivement. Pour quelle raison? Au départ, c'est vrai que bêtement, entre guillemets, on regarde un peu la situation, on se dit, bon, c'est normal, il y a des crimes qui sont commis en Afrique et il faut les punir, et il faut continuer à les punir. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ou ailleurs. Ou ailleurs, mais je parlais de la réflexion un peu linéaire, si je peux dire ça comme ça. Oui. Mais quand on regarde bien les choses, effectivement, il y a comme un déséquilibre. Et on voit bien, à un moment donné, il y a ceux qui peuvent être jugés, d'autres qui ne peuvent pas être jugés. On voit bien que, par exemple, aux États-Unis, on considère que personne ne peut être jugé en dehors du sol américain, pendant que d'autres sont jugés ailleurs. Donc là, effectivement, il y a un déséquilibre. Et encore une fois, il y a un problème de forme. Mais un problème de forme conditionne aussi le fond, parce que dans la forme, il y a le fond. Au sens où, à un moment donné, ce déséquilibre-là, est-ce qu'il ne témoigne pas, entre guillemets, d'une façon qu'on peut voir le reste du monde? Il y aurait ceux qui pourraient être jugés et d'autres pas. Et je crois que là-dessus, ça décrédibilise, entre guillemets, l'action de la CPI, aussi noble puisse être, ça décrédibilise et ça ne nous donne pas... noble, pour moi. Non, il y a rien de noble. Ça, c'est le papier, ça. Ça, c'est le papier. Bien sûr que si. Bien sûr qu'il y a un moment donné, il faut un ordre international. On ne peut pas considérer qu'à un moment donné, on puisse faire n'importe quoi. Il faut un ordre. Mais je pense que c'est chaque... Il est président du Kenya. D'accord? Donc c'est qui doit le juger? Sa propre justice. À partir du moment où on extériorise la justice et on laisse des regards extérieurs juger, mais il a des comptes à rendre à qui? Au Kenya. Il est président en place en plus. Moi je pense qu'il faut un ordre international. Je voudrais juste restituer la chose. C'est-à-dire qu'il s'est présenté non pas en qualité de chef d'État, mais en qualité de citoyen ordinaire. Oui, mais ça n'existe pas en réalité. Ça n'existe pas, mais il le dit, il le dit. En réalité, il signe. Il a même payé, y compris les frais de transport et tout, avec son propre fonds. C'est-à-dire c'est pas l'État qui paye. Il signe un pouvoir pour déléguer un vice-président, donc de fait,
à un moment donné, ses pouvoirs. Donc, du coup, il reste chef d'État. Donc, je pense qu'il avait à cœur d'y aller maintenant et pas après. Mais derrière, il y a un vrai débat qui est sur l'action de la CPI. Et pour qu'elle soit noble et pour qu'elle puisse être noble, à condition qu'à un moment donné, tout le monde puisse être jugé à la même enseigne. Ou alors, à un moment donné, on juge... Et donc, mais forcément, elle est, à un moment donné, elle n'est pas aussi noble. Il faut laver le mot noble. Non, mais si, bien sûr que l'idée de condamner des crimes contre l'humanité, c'est noble. S'il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, factuellement, les faits, est-ce qu'ils sont nobles? Le principe est noble. L'application aujourd'hui n'est pas noble. Non seulement elle n'est pas noble, mais elle témoigne d'un déséquilibre. Mais non, parce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, il y a des actions qui sont nobles, il y a des principes qui sont nobles, mais à un moment donné, dans l'application... Mais non, mais c'est pas une histoire de mots, c'est une histoire de mots. C'est comme le mot démocratie, tu sais, on fait la guerre au nom, soi-disant, pour la démocratie, on va tuer des gens dans la démocratie, on l'a bien vu, en Libye, regardez la démocratie, regardez en Irak, regardez la démocratie, voilà, donc soi-disant... Monsieur Gazdi, mais vous connaissez l'adage, c'est pas le pistolet qui tue. Comment? C'est pas le pistolet qui tue, c'est celui qui est derrière. Donc le pistolet en lui-même, il n'est pas à remettre en cause, ou c'est pas lui qu'on accuse, c'est les personnes qu'il y a derrière. Donc les principes sont là, les institutions sont là, mais il faut pouvoir les appliquer partout dans le reste du monde. Messieurs, on n'a pas entendu une journaliste qui est avec nous aussi également, Nicole Suzy, votre point de vue. Oui, je voulais déjà souligner que M. Ruto, qui assure l'intérim de Uhuru Kenyatta, est également poursuivi par la CPI. Oui, également, c'est vrai. Voilà. Oui. Alors donc, il serait peut-être... Après. Voilà, alors... Je me suis dit, et si l'Afrique se dotait d'institutions fortes, si on était capable nous-mêmes de juger nos dirigeants qui commettent ces actes ignobles, etc., est-ce que la CPI se permettrait ce genre d'action vis-à-vis de nos chefs d'État? Il faut que l'Afrique elle-même fasse un travail sur elle-même. D'abord. Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de soumettre quasiment une proposition, vous êtes en train de dire qu'il faut une CPI africaine. Pourquoi pas? Why not? Comme dirait les Anglais. Une CPA. Voilà, pourquoi pas? Une CPA, par exemple. Il y en a qui ont fait des études, on a de bons juges, on a de bons magistrats, etc. On peut essayer. Voilà, pourquoi pas. Ça réglerait, ce serait une solution pour l'Afrique, ça, vous pensez? Oui, je pense qu'elle a entièrement raison, parce que moi, j'en ai marre, moi, de ce côté. Je vous dis, c'est l'esprit colon, dominateur, qui arrive, qui dit qu'en gros, l'Afrique n'est pas elle-même à même de pouvoir se construire. Et donc, voilà, ça nous arrange tous. Alors que je pense au contraire qu'il y a des talents, bien sûr, en Afrique, il peut en avoir ailleurs, mais c'est qu'on ne les laisse pas justement monter. Et que chaque fois que l'Occident met son doigt quelque part, elle fout la merde. Elle met le doigt au Moyen-Orient, elle fout la merde, elle met le doigt en Afrique, elle met la merde. Vous tapez un peu vite sur l'Occident, j'ai l'impression que vous en voulez beaucoup à l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous ronge? Mais parce que je vois que chaque fois où il y a de la merde, c'est l'Occident qui a mis son doigt avant dessus. En Afrique, c'est quoi? C'est quand chaque fois qu'il y a eu des interventions, que ce soit la France ou les Américains, ça a été le bordel derrière. C'est tout. C'est parce que chaque fois, on a voulu se mêler. Mais entre nous, on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais qu'est-ce que vient faire la France dans l'affaire de Côte d'Ivoire, quand il y a eu le conflit entre Gbagbo et Ouattara? Voilà, la France, elle vient encore avec ses accords de Marcoussis, etc. Donc, on est bien dans l'ingérence. Ça veut dire qu'on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls. On vient chaque fois en jouer, soi-disant, les médiateurs. Et alors que dans notre propre pays, on voit bien qu'ils ne sont même pas capables de rassembler. Qu'est-ce que tu veux rassembler? Des gens qui sont loin de nous, sur un autre continent, avec des cultures, des codes, etc., qui sont différents, et vouloir faire la morale là-bas, et tu es incapable de l'appliquer chez toi. On a bien compris, messieurs, en tout cas, et mesdames, enfin, il y a une proposition, en tout cas par Nicole Suzy, pourquoi pas une CPA, ici, lancée dans Ça fait débat. Voilà, et c'est intelligent. Allez, parlons à ce second sujet. Vous pouvez le commenter d'ailleurs, hein, le débat continue sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Facebook Ça fait débat. Vous likez la page, ça s'intitule Ça fait débat, vous commentez, et vous le faites très bien. Et puis sur Twitter, @CFDébat. L'Europe, les migrants africains, que fait-on? Pensez-vous que l'Europe se tient une balle dans le pied en adoptant une nouvelle stratégie, c'est-à-dire restrictive, stérile d'échange, au lieu de profiter de la richesse à la fois économique, culturelle de ces migrants, et on connaît évidemment les conditions de ces migrants. Alice Soumaré. Force est de constater que ça ne marche pas, et que ça a des conséquences terribles, notamment en termes de naufrage. Et donc là-dessus, effectivement, il faut complètement repenser le logiciel. Et le vieux débat qui consiste à dire qu'à partir du moment où on dit qu'il faut repenser, ça veut dire qu'à un moment donné, on est pour une politique d'immigration, on ferait n'importe quoi, on accueillerait tout le monde et n'importe comment, est complètement absurde, puisque ça ne marche pas. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, ça ne marche pas et ça a des conséquences terribles. Des conséquences terribles. Nicole Suzy.
Je voulais dire, il faut. Pourquoi elle ne chercherait pas tout simplement à assouplir, voilà. je ne sais pas, par exemple, les conditions d'entrée sur les différents sols? Exactement. Par exemple, c'est peut-être une idée. Autant, on se pose cette question. Autant que l'Afrique le fait, par exemple, absolument. Nous, ils viennent quand ils veulent, c'est assoupli de notre côté. Donc il faudrait favoriser justement ces migrants-là dans de bonnes conditions, avec une coopération avec des pays d'origine. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas en Europe. Aujourd'hui, on a une Europe qui se replie sur elle-même, une opinion publique qui n'est pas prête à un moment donné. Il n'est pas prêt. Moi, je voyais il n'y a pas longtemps encore, vous parliez des courriers que vous receviez. Moi, en tant qu'élu, je m'occupe des coopérations avec l'Afrique, pas que ça, mais notamment de ça. Et je reçois de plus en plus de courriers de gens qui disent mais en fait, vous dépensez l'argent des Français alors qu'on est en crise. Et attention, c'est pas uniquement, pour la faire simple, des courriers ou des interpellations de Français de souche, si je puis dire ça comme ça. Voilà, on a de tout et beaucoup de gens sont critiques aujourd'hui sur l'action internationale, sur le peu qu'on peut faire. Et donc on voit aujourd'hui cette espèce de repli, ce repli sur ça. Et donc de fait, les politiques qui sont peut-être par moments pas courageux. C'est pas rassurant, Ali Souma, est-ce que vous dites? Oui, non, mais c'est pas rassurant. Moi, je ne peux pas me réjouir de ça. Nicole Suzy. Le président Bongo, père, si vous voulez, quand il était aux affaires, disait, je me souviens, j'étais encore africaine, mais que la France et le Gabon, c'est un peu comme une voiture qui ne peut pas aller sans carburant et la voiture qui ne peut pas démarrer sans chauffeur. Nous sommes obligés de conjuguer ensemble. Nous sommes obligés. Ils ont besoin de nos matières premières et nous, on a besoin de leur expertise. Donc, on devrait communier et échanger et essayer de prendre chacun apporte ce qu'il a de riche au lieu de repousser. Je pense que c'est pas une bonne politique de repousser parce que ces jeunes qui viennent, ces jeunes qui peuvent apporter quelque chose à la France. On a vu peut-être j'en viens très peu sur les jeunes aussi hein. Je n'en pardon. Dans les migrants qui arrivent, il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes. Voilà. Mais et voilà, et je pense pas honnêtement aujourd'hui. On va juste la finir. Morad, je vous donne la parole. Nicole, allez-y. Finissez, je reviens vers vous. Voilà. Alors donc nous avons peut-être à faire une petite doléance à la France en disant laissez venir ces jeunes. C'est vrai qu'ils vont regarder le côté insécurité quand ils viennent. On est souvent mis à l'index, mais c'est des jeunes qui sont pleins de ressources que la France devrait ou l'Occident devrait exploiter. L'accident. Alors deux points de vue, moi qui m'intéressent beaucoup. À la fois celui d'Ali Soumaé qui dit pas déçu. Tout se dégrade, c'est à peu près ça. Oui, mais c'est pas un point de vue au sens, je sais pas ce que je pense. Oui, c'est un constat, voilà. Nicole Suzy, plutôt intéressant, qui dit voilà vers une coopération plus solide. Et vous, Morad Ghazli? Non, moi je veux dire que je suis pragmatique. Le cœur, bien sûr, ferait que j'accueillerais tout le monde. Il y a des gens qui fuient à un endroit, mais après il y a la raison. Aujourd'hui, c'est se dire des jeunes, pas de moins jeunes. Moi, je ne sais pas, je les connais pas, je les ai pas rencontrés. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés. Donc, je ne sais pas qui sont ces populations qui arrivent. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une facilité. Donc, je reviens quand même au départ. Hein, c'est qu'il y a des dégâts, certes, en Afrique, parce qu'il y a des entreprises, notamment occidentales, qui sont là à faire des richesses, que ces richesses, dans les pays, ne sont pas redistribuées de façon cohérente. Et on a toujours vu... Toujours à l'Occident. Oui, c'est ça, mais terrible. Moi, j'ai constaté comme vous. Hein. Mais l'Occident, c'est le problème. L'Occident, c'est le problème. Mais mon cher Morad Ghazli, je pense qu'il faut composer avec. Parce que je dis, quand il y a la corruption, il y a les deux. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, le receleur prend plus cher que le voleur. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ça, c'est nos textes de loi à nous. Donc là-bas, on arrive exactement au même problème. Ensuite, on arrive à quoi? On arrive par où ils passent? Ben, les migrants passent par la Libye. Et pourquoi ils passent par la Libye? Sous Kadhafi, ils ne passaient pas. On a fait sauter la Libye, donc on a donné déjà des perspectives et des surfaces pour pouvoir venir. Non, mais je parle en amont, parce que l'objectif... Attends. Mais allez, mais si on attendez. On est là, dans la deuxième étape. Moi, je te parle déjà en amont. C'est comment on peut éviter qu'ils viennent. Parce que quelle solution? Quelle solution? Ensuite... Qui maltraitent leur pays, qui maltraitent les gens, et puis comme rapidement, ça... quelques secondes. Ensuite, sur le fond, moi, on ne peut pas les accueillir. Bon, vous ne comprenez pas? Sauf peut-être l'Allemagne, parce qu'on a... L'Europe, ça ne veut rien dire. L'Allemagne a un problème démographique. L'Allemagne peut accueillir des étrangers. Et elle a besoin pour son économie d'accueillir des étrangers. Exact, oui. Donc c'est voilà. Pas la France. Est-ce que la France aujourd'hui, elle en a besoin? Moi je vous le dis, non. Voilà, on a quoi? Mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai 11% de chômeurs, j'ai le chômage qui augmente tous les jours, je vais leur donner quoi? On n'a pas de logement, il manque 1 million de logements. Alors, où je les loge? Où je leur trouve du boulot? Et notre système éducatif, il est bloqué. Que fait-on de ces migrants africains? Mon cher je pense, je vous l'ai dit, moi je vous dis déjà, on en revient, c'est qu'il y a deux leviers. Le premier levier, c'est d'arrêter
arrêter de faire de l'ingérence justement en Afrique et essayer de permettre aux gens de rester chez eux. Parce que les gens, ils viennent pas par le bonheur. Il faut qu'ils vivent bien chez eux. Et le deuxième levier, c'est de se dire, ok, on a un stock entre guillemets de personnes, voir au niveau de l'Europe les besoins qu'il peut y avoir, parce que contrairement à ce qu'on dit, les gens, beaucoup de gens ne veulent même pas venir en France. Hein. D'ailleurs, ils sont à Calais, ils veulent aller en Angleterre. Alors qu'en France, souvent, on les fait croire qu'ils viennent pour bouffer les allocs. Non, les mecs, ils veulent pas venir en France. Allez, s'il vous plaît, on va passer à ce troisième sujet pour pas se mettre en retard, parce que tout à l'heure, je le rappelle, on va parler de la situation centrafricaine. Le mariage pour tous, manif pour tous. Tiens, un sujet qui a ici, ça a été très chaud ici. Moi, je me rappelle très bien, il y a quelques mois, j'avais traité de l'homosexualité en Afrique. Vous étiez là, Mourad? Oui, j'ai pas écho des coïncidences, vous êtes de nouveau dans le même plateau, ici même dans Ça fait débat, on va en parler. Alors, troisième sujet, au Maroc, d'abord pour planter un peu un factuel, au Maroc, un Britannique a été emprisonné pour homosexualité, d'accord? Là, c'est récemment, il y a quelques jours à peine. Alors moi, je vous pose la question, madame, messieurs, l'homosexualité, est-ce un sujet tabou sur le continent africain? Et puis, attention, cette question qui est primordiale. Beaucoup d'Africains pensent et continuent à affirmer que l'homosexualité vient de l'Occident. Nicole Suzy. Non, c'est important. Attention, on est en plein dedans. Hein. C'est peut-être une erreur de le dire. Mais pourquoi le dit-on en Afrique? Parce que quand, dans les rues africaines, on voit un Européen, tout le monde calque. Voilà, il s'habille comme un blanc. Il mange comme un blanc. Il vit dans une maison climatisée comme un blanc. Donc si le blanc est homosexuel, je me réfère aussi comme un blanc. Donc c'est ça un peu copier l'occidental. Donc même si c'est mauvais... besoin d'Occident pour être homo. Hein. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Même si c'est mauvais, on va se dire, mais il faut avouer quelque chose, Adil. Oui, dites-nous, allez-y. C'est le lieu, d'ailleurs. Quand il y a un homosexuel dans un village africain, le village... Non, il y a un homosexuel dans ce village-là. Mon fils n'ira pas épouser une femme dans ce village. Le village était pratiquement banni. Dans cette famille-là, moi, mon père m'a raconté une histoire. Il y avait un monsieur qui était marié et qui avait dit son épouse s'était plainte parce qu'il ne la touchait plus depuis pratiquement 2 ans. Et il a dit non, je pense que je suis homosexuel, je me sens mieux avec les hommes. Mais tout le village a chassé cet homme jusqu'à la sortie du village parce que c'était une malédiction pour le village. Est-ce que ça se passe en France quand on découvre qu'un homosexuel est dans un village? Est-ce qu'il est banni? Non. C'est pour ça qu'en Afrique, on le dit, que ça vient de l'Occident, ce genre d'habitude. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en Afrique. C'est sous cap. C'est vrai que le débat... Mais comme ça, en Afrique, se tenir 2 ans par la main, ils sont lynchés. On en a beaucoup parlé en France, ici en Europe, notamment avec le règne de François Hollande. Votre regard là-dessus, l'homosexualité en Afrique, d'abord, est-ce que c'est tabou? Et puis surtout, avec ce que vient d'exposer Nicole Suzy, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que ça nous amène à dire, en tout cas, une grosse partie de la population pense que ça vient de l'Occident. Vous en pensez quoi? Oui, c'est tabou en Afrique, pour le peu que j'en connais. Est-ce que ça vient de l'Occident? Évidemment, non. Il n'y a qu'à lire l'histoire et à regarder à un moment donné, y compris remonte au pharaon. Donc ça ne vient pas du tout de l'Occident. Après, effectivement, j'intègre le raisonnement qui est développé par Madame dans la manière dont on peut percevoir. Donc ça vient forcément de l'Occident. Mais la résultante, c'est qu'il y a le fait que ce soit un tabou, encore plus un tabou en Afrique, parce que je voulais revenir en concluant sur la France, et ben de fait, à un moment donné, ça n'émerge pas. Donc on a le sentiment que là où ça émerge, parce que ça serait beaucoup moins un tabou, même si, et c'est là-dessus que moi je voulais conclure, en France, malgré la loi, malgré les débats qu'il y a qu'à voir, y compris dans les dîners entre amis et autres et tout, ça reste encore un tabou, ça reste encore à un moment donné un sujet extrêmement compliqué. Alors c'est sûr, on a une manière un peu plus civilisée d'aborder le truc, ou peut-être d'ailleurs des fois un peu hypocrite, mais la résultante, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'homosexuels qui sont d'une certaine manière mis au banc de la société, parce que du coup, on les met de côté. Donc, De la même façon, c'est vrai qu'en Afrique. Non, mais, vous avez l'air... Moi, j'adore parce que vous êtes venu ici pour taper sur tout. Mais non, parce que ça... Bon, déjà franchement... C'est de la faute de l'Occident. C'est de la faute de l'Occident, non? C'est aussi de la faute. Bravo. Il a raison, Ali Soumaré. Quelqu'un qui a envie de se taper un homme, qu'il soit au Venezuela, qu'il soit en Chine, etc., il se tape un homme. Une femme qui a tiré que par les femmes, elle va tirer que par les femmes. Donc il n'y a pas... C'est pas un bombe blanc qui est arrivé pour leur dire, venez, on va sauter tous ensemble. Non, moi, je vais rester... Moi, je suis fidèle à ma position. Donc c'est ni répression, ni extravagance.
Voilà. Donc pour moi, en Afrique, il faut arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'homosexualité, je comprends pas. Moi, tout ce que vous dites là, moi, je comprends pas. Moi, logiquement... Mais si vous dites je ne comprends pas, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Non, j'en ai rien à foutre de la nouvelle société, moi. Alors, au contraire, moi, je trouve qu'elle est pourrie, cette nouvelle société. Donc, quand je vais voir... Moi, je veux pas voir un mec qui a écrit sur son front. Moi, quand je vois une personne, un individu, je dis, tiens, je vois pas une gouine et je vois pas un homo, je vois pas, comme on dit vulgairement, un PD. Non, je vois un homme, je vois une femme. Voilà, leur sexualité n'est pas écrite là. Donc, moi, j'en appelle... Vous êtes archaïque, alors, dans votre mode de pensée. Moi, je crois que je suis moderne, justement. Je suis moderne. Pour moi, ce qui se passe, c'est ta sexualité. Non, mais je veux dire, il n'y a pas... Non, mais Morad Ghazli, s'il vous plaît. Si tu ne me laisses pas terminer, si tu je vous laisse terminer, promis. C'est trop facile. Il y en a beaucoup qui nous regardent, justement, et qui attendent beaucoup aussi de nos débatteurs. Donc, je termine. Donc, voilà, j'ai pas pu dire 2 phrases de 5 allez-y, je vous en prie, allez-y. Donc, voilà, donc je vais expliquer mon point de vue. Pour moi, la sexualité, c'est du ressort de la vie privée. Tu fais ce que tu veux chez toi. Tu peux même vous taper à 3, à 4, à 5, ce que vous voulez. Moi, ce que je veux pas, c'est que ça transpire à l'extérieur. Voilà. Donc, on me parle même dans la main, faire ci, s'embrasser, etc. Mais même pour un hétéro, moi, je trouve que c'est pas beau de voir des gens s'embrasser dans la rue. Je trouve que, voilà, comment je vais dire, t'es un clochard, t'es un clodo, quoi. Vas-y, mets-toi chez toi, respecte ton intimité, etc. Donc, je demande un peu de neutralité, en fait, dans l'espace public. Et en Afrique, justement, c'est exactement la même chose. Je pense qu'ils veulent pas que, justement, que ça devienne comme nous, avec la gay pride, des chars, des mecs en string dans la rue. Yahoo, 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 yahoo. Non, voilà, moi, c'est tout ce que je condamne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, je veux pas de la répression. C'est-à-dire que si on découvre que une personne est homosexuelle, on va pas la mettre en prison, il faut être starbé pour la mettre en prison. Et en même temps, je leur demande aussi, s'il vous plaît, du calme. Parce qu'aujourd'hui, LGBT a pris le pouvoir en France, on les voit, ils en veulent de plus en plus, ils font leur truc, etc. Oh, s'il te plaît, un peu de respect, un peu de pudeur, s'il vous plaît, votre sexualité, c'est dans votre vie privée, etc. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, d'ailleurs, on regarde en France. Voilà, le gars qui veut partouzer, il y a des clubs de partouze, il est libertin. Le gars qui veut être à poil, il y a des plages de naturistes, etc. Et la société vivait bien avec ce système-là. Il y avait des boîtes homosexuelles, il y avait des boîtes aussi des gens homosexuels. Ça existe toujours. Mais vous regardez, on est dans la sphère privée. Moi, ce que je veux pas, c'est que ça vienne sur le public, sur le champ public, où là, justement, on essaie de garder ce qu'on a à dire, vivre ensemble. Allez, s'il vous plaît, dernier sujet avant de retrouver mon invité tout à l'heure. Il s'agit de M. Nelson Tadjer, qui est le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Vous allez comprendre pourquoi. À suivre tout à l'heure en deuxième partie de cette émission. Continuez à commenter. Voilà, ça fait débat, justement, avec les différents points de vue. C'est l'intérêt aussi de ça fait débat. Égalité des chances. Madame, messieurs, oh là là, un sujet, moi, qui me préoccupe. Vérité ou une grosse arnaque. Ah là là là. Alors, vous savez, d'abord, les dispositifs, vous les connaissez tous. Je ne les vous apprends pas. Ils se multiplient. Les clubs UP comme le club Efficience, c'est un club qui s'intitule le Gotha Noir, d'accord, qui a récemment, là, avec le dernier ouvrage que je vous invite à découvrir, le 21e siècle, que vous connaissez, Morad Ghazli ou Ali Soumaré. Je suis pas dedans. Je sais bien que vous n'êtes pas dedans, mais vous connaissez le club Averroès. Je ne sais pas si vous participez à ces clubs. Je participe. Vous participez, vous. Alors Nicole Suzy, elle n'a pas honte de le dire. Est-ce qu'il faut des VIP pour démontrer que la diversité est une source de richesse pour la France, oui ou non? Ou est-ce que c'est une arnaque? Je vais laisser devant les pour, parce que pour moi, c'est une arnaque. Alors là, pour le coup, je vais rejoindre Mourad, comme ça on sera d'accord, c'est une vaste arnaque. C'est pas l'Occident, attention. Non, c'est pas l'Occident, non. Ou en tout cas, c'est nous-mêmes, on a créé cette logique-là. C'est une vaste arnaque, et en fait, finalement, ça veut strictement rien dire. La diversité, bien sûr. Il y a effectivement un concept autour de la diversité sur lequel il faut mettre un contenu, mais le club 21e, finalement, c'est des clubs assez élitistes qui, à la limite, font la promotion. Et tant mieux. Tant mieux s'ils font leur autopromotion, ils arrivent à un moment donné à promouvoir un certain nombre de personnes, mais c'est absolument pas ni des clubs qui, à un moment donné, ont vocation à, entre guillemets, embrasser l'ensemble des thèmes relatifs à la diversité, si on devait prendre le terme banlieue, discrimination et autres. Et donc ça, il faut pouvoir le dire. Et d'ailleurs, je crois que j'en connais une, c'est qu'elle s'appelle Ramayad, là, qui sort d'un de ces trois clubs pour pas le citer. Alors donc elle était l'étendard de la diversité, et donc à côté de ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy d'avoir le discours de Dakar. Donc, et je dis pas qu'elle a la force de l'empêcher. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si la diversité ne sert pas à un moment donné à rendre les partis politiques plus intelligents sur un certain nombre de questions, soit il faut effectivement en tirer les conclusions, soit il faut à un moment donné se battre pour le faire, mais ne pas cautionner à un moment donné un certain nombre de discours. Parce que je rappelle que Ramayad, elle est française depuis à peu près 10 ans.
C'est-à-dire que... Et donc, elle a un père qui a été au Sénégal, qui a été diplomate au Sénégal. Donc, voilà, il y a des cadres au Sénégal, il y a un certain nombre de questions. Donc, tout ça, de mon point de vue, pour être très clair, c'est une vaste arnaque. Et d'ailleurs, ça fait très peu écho dans les vrais réseaux, entre guillemets, où à un moment donné, il y a les questions de discrimination et autres. Et alors, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la question du logement, c'est la question de l'emploi. Pour Alice Soumaré. Nicole Suzy. Non? Arnaque, c'est un peu fort. Bon, je me dis qu'il il faut laisser les choses, comme on dit en Afrique, le temps est le deuxième nom de Dieu. Donc laissons les choses se faire tout doucement et puis ça viendra. Ça fait des années déjà qu'on les laisse tout doucement se faire. Nicole Suzy, quand même. Je ne sais pas si on parviendra enfin à cette France sans préjugés. Mais pourquoi pas? C'est nous, c'est notre génération qui allons faire le travail. Nous avons du boulot. Voilà. Donc, si on se met vraiment au travail, je pense qu'on peut bouger les choses. Il ne suffit pas de condamner, dire, critiquer, mais mettons-nous au travail, à l'image, par exemple, de votre nouvelle émission dont vous parliez en off, on peut vraiment faire bouger les choses. D'abord, nous accepter nous-mêmes entre Africains, Africains blancs, Africains noirs, et faire les choses et dire, nous sommes un. Et on peut faire quelque chose, étant en France. Un tout petit truc, étant en France, voilà. Parce qu'effectivement, elle fait bien de le dire, je veux bien me prononcer par rapport à ça. Je dis c'est une vaste arnaque au regard de la manière dont on présente dans la société comme étant une solution aux questions de discrimination. Je connais, après les individus à l'intérieur et autres, et le mouvement, c'est pas une critique, je mesure. Voilà. Non, moi je parle bien d'une arnaque, non, je ne transpire pas du tout, et je peux te dire que j'ai dit pire que ça sur un certain nombre de sujets. Vous reditez qu'on vous tape un peu là. Comment? Non, du tout, absolument. Alors là-dessus, en plus, j'ai un certain nombre de fois. Non, vraiment. En plus, bon, c'est un peu insultant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on me connaît dans cette émission-là. J'ai jamais eu à un moment donné à courber les cheveux. C'est vrai, je dois le dire, même d'ailleurs, il y a très longtemps. Simplement, effectivement, on regarde ce qu'elle disait. Du coup, je considère qu'à un moment donné, je vais pas faire ce que moi-même je critique, à savoir les gens qui critiquent les individus sans même les connaître. Et donc, c'est là-dessus que je me suis rectifié en disant les individus en tant que tels, c'est pas le sujet. Simplement, le fait de présenter dans la société comme étant la solution aux discriminations, c'est une vaste arnaque. Et enfin, Mourad Ghazli, avant de passer à la seconde partie de l'émission. C'est sympa, parce que du coup, il a fait le retour. J'espère avoir un peu le temps pour pouvoir... Parce que c'est un sujet que je connais très très bien. J'ai écrit un livre... J'ai écrit un livre où je le dénonce. C'est une arnaque, totale. Je déteste, je vomis, tout ce que vous voulez sur le mot diversité. Moi, je rappelle, et je viens du monde du sport, je demande le droit commun. Je vais déjà dire... Non, si, la question, elle est là, justement, sur ces clubs. L'égalité des chances. L'égalité des chances, etc. Mais j'ai posé la question autour de la diversité. Faut pas se leurrer. C'est pas fait pour les Portugais, c'est pas fait pour les Italiens ou les Arméniens. On a bien compris le truc. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos stocks de Français avec de la couleur où on peut voir leurs différences. Alors débattons. On me dit en régie. Du coup, on me pose plus la question. Il a resté. J'ai même pas pu dire un mot. Il nous reste quelques minutes. Non, mais allez-y, justement, on peut confronter vos points de vue. Non, mais je l'ai laissé tout à l'heure. J'aurais pu couper. Voilà. Donc pour moi, c'est une escroquerie. Moi, ce qui m'importe, c'est la diversité dans l'opinion et pas la diversité dans la surface. Ramayad, excusez-moi, elle a rien de diverse. C'est un bon produit, la même. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est exactement la même chose que c'est semblable, ça m'intéresse. Alors, le pire escroquerie, Fadel Amara, qui a manqué 2 fois son sapé de couturière, qui se retrouve ministre et maintenant inspecteur de je sais pas quoi, général, etc. Mais justement, je condamne ça. Oui, mais ça transpire. C'est très élitiste de condamner quelqu'un parce qu'elle aurait raté 2 fois son sapé. Mais excuse-moi, si c'est la meilleure de France, parce que quand Sarkozy a dit, moi je vais mettre l'équipe de France pour les meilleurs des ministres, et comprend, mais elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle a vécu que de subsides. C'est-à-dire que les gens, c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire que les gens qui ont utilisé comme SOS Merguez, SOS Racisme, ce sont des gens qui ont fait, les gens qui ont défendu cette position, à des gens qui n'ont pas eu de diplôme, d'avoir ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Et le fameux plafond de verre. Moi, je préfère m'occuper du français qui a un bac plus 5 qui travaille au McDo que quelqu'un qui a échoué, qui a vécu toute sa vie par des associations de casse-croutards parce qu'elle a vécu, elle a jamais travaillé de sa vie, elle a mangé que des casse-croûtes avec la maison des potes, etc. C'est un exemple. Pour moi, ce que je demande... Vous connaissez le plafond de verre, mais c'est terrible. C'est une garantie dans la vie que d'avoir le bac plus 5. Moi, je vous donne un exemple. Gouvernement socialiste aujourd'hui, il y a eu le problème, par exemple, sur Gaza. Moi, j'ai pas vu Madame Balo Belkacem dire un seul mot sur les Palestiniens. Voilà, si c'est ça la diversité, ça a crispé plus les gens. Parce que j'allais dire, parce que ça veut dire... Et pourquoi on attendrait des gens de diversité qui se prononcent sur des sujets? Mais parce qu'il faudrait qu'ils aient au moins une diversité d'opinion. Une diversité d'opinion. Et je veux pas une diversité de façade, soi-disant en disant on a on l'écoute. C'est injonction permanente. Alors, diversité de façade, vous dites quoi?
injonction permanente qui est faite aujourd'hui aux gens issus de l'immigration à se prononcer sur le thème. Mais c'est ça, mais parce que oui, mais ça revient à ça. Pourquoi Najat? Non, pour moi c'est pas ça. Pourquoi vous n'attendez pas la réaction d'Aurélie Filippetti? Pourquoi vous n'attendez pas? Il n'y a pas de différence entre le français d'hier et le français d'aujourd'hui. Comment? Pourquoi vous n'attendez pas sur Gaza la réaction d'Aurélie Filippetti? Pourquoi vous avez choisi délibérément de demander la réaction de Najat Vallaud-Belkacem? C'est par rapport à son patronyme? Non, parce qu'elle a été prise parce que c'était une arabe, tout simplement. Ségolène Royal, qui l'a fait émanciper, elle n'a jamais été élue. Ce n'est pas vrai. Elle n'a jamais été élue. Elle n'a jamais été élue. Elle change directement ministre. Mais oui, au nom de quoi? Elle lui a acheté à manger, elle l'a nourrie aussi. Madame Royal, qui l'a mis sur la scène. Vous avez dit fait émanciper. Vous avez dit fait émanciper. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Fait émanciper. Non, voilà, donc on l'a pris. On l'a pas pris parce que exemplaire. On s'en fout. Exemplaire. Moi je m'en fous pas. Moi je m'en fous pas. Mais non, si, on l'a pris ou non parce que c'est une arabe. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Attendez. S'il vous plaît. Comme vous avez été pris parce que militant. Attendez, s'il vous plaît. C'est la même chose. Messieurs, je savais que ce sujet était un sujet. Oui, bien sûr. Et à droite, il n'y en a pas. Non, mais moi, à ma place, je l'ai gagné. Tu vois, Najat Vallaud-Belkacem, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord à un moment donné avec ses options politiques. Najat Vallaud-Belkacem a un parcours militant. C'est de l'affichage. Ce n'est pas de l'affichage. Des noirs et des arabes. Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Ce n'est pas vrai. Attendez, Mourad, s'il vous plaît. Que derrière, il y ait des gens qui aient des arrière-pensées, je veux bien. Le parcours de Najat Vallaud-Belkacem, le parcours de Taubira est exemplaire. C'est des parcours brillants. C'est des parcours brillants. C'est des gens. Najat Vallaud-Belkacem, elle a perdu des élections au niveau local. Elle s'est battue au niveau local. Elle faisait partie de ceux qui, à un moment donné, sont investis à un moment donné sur un certain nombre de questions, au niveau local et au niveau national. Elle n'a jamais gagné. C'est pas la question. Le discours élitiste qui consiste à dire qu'il faudrait avoir le bac plus 5 et gagner des élections et faire partie de l'élite pour pouvoir à un moment donné prétendre à avoir le droit de citer. Je suis désolé, je m'inscris en faux là-dessus. Et je suis désolé, le discours qui consiste à dire que c'est Ségolène Royal qui l'a émancipée, c'est un discours à un moment donné que je condamne. C'est elle qui l'a dit. Rien du tout. Qui l'a mis porte-parole. Elle a dit que si elle s'appelait Martine, elle aurait jamais eu le poste. C'est pas parce qu'elle l'a dit qu'elle a dit des choses. Je fais confiance à Royal, je fais confiance à celle qui l'a mis en place. Moi, je vois bien, mais en tout cas, on voit bien vos points de vue. Je fais pas confiance. Droite, gauche. Vous, clairement, on a clairement compris la position d'Ali Soumaré. La vôtre, c'est quoi? Vous reprochez quoi finalement? Vous reprochez cet affichage? Parce que, s'il vous plaît, attendez. Non, attendez, attendez, première question. Vous en voulez à Najat Vallaud-Belkacem? Oui, bien sûr. J'en veux parce que ne parlons pas de l'individu. Parlons de la diversité, s'il vous plaît, de l'égalité des chances. Je vous laisse répondre, mais restons sur ce terrain-là. Voilà. Le gouvernement l'a présenté comme tel. Quand ils l'ont prise, au nom de la... Oublions la jette. Il y a Taubira, il y en a d'autres. Non, Taubira, ça n'a rien à voir. Elle a gagné des élections sans étiquette politique. Donc c'est une vraie politique, Taubira. Taubira, elle a été comme tout un chacun. Elle a eu des idées. Elle a été confrontée au suffrage et elle a gagné. Donc Taubira, elle n'a rien à voir. Pour moi, c'est un pur produit politique, Taubira. Belkacem, elle a été prise dans ce titre et présentée comme telle, alors qu'elle, elle ne s'est jamais défaussée là-dessus. Et moi, je me dis, tout simplement... Qu'est-ce que veut dire ce mot diversité? Moi, je vous reviens au monde du sport. Nous, on demande ce droit commun, c'est-à-dire que tout le monde est inscrit, vous savez, sur la même liste, et que le meilleur gagne. Voilà, moi, je suis pour cela. Donc, il ne faut pas que ni je sois disqualifié, ni je sois sponsorisé. Est-ce que vous pouvez reconnaître? Donc, ni Ali Soumaré vous dit que c'est la meilleure aussi. Et moi, ma vraie diversité que je porte à l'intérieur de moi-même, et que je crois, c'est la diversité d'opinion. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les Français de confession musulmane sont une cible. Aucun homme politique aujourd'hui, peut-être Noël Mamère, c'est vrai qu'il se distingue parmi tant d'autres, etc., droite comme gauche, ne viennent aujourd'hui pour les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a 74% des Français qui ont peur de l'islam et qu'aujourd'hui, on a plus des gens qui viennent taper sur les musulmans, et c'est de bon ton, et qu'il n'y en a aucun qui le font. Voilà. Donc moi, ce que j'attends, justement, alors pourtant, je respecte la laïcité, mais ces gens-là ne la respectent pas parce qu'ils tapent des Français à partir de leur religion. Excuse-moi. Aujourd'hui, est-ce que je vois ces gens-là dire un minimum de dignité en disant « Hé, halte là, s'il vous plaît, un peu de dignité ». Non. Par contre, quand on a des catholiques, il n'y a pas de problème. On parlait d'une radio tout à l'heure, à RMC. Il y a un curé qui est dans le truc. Vous verrez, vous, un imam dans une émission? Donc ça prouve bien qu'il y a un malaise en France. Alors, malaise, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En quelques secondes, on n'a pas beaucoup entendu Nicole Suzy. En quelques secondes. C'est vrai, après ce clash entre Ali Soumaré et Mourad Ghazli.
je m'y perds un peu, mais comme je suis pour la construction des choses, parce que critiquer n'avance à rien. Je me dis quand même que, quel que soit le pouvoir en place, chacun essaye d'amener vers lui des capacités. Dire totalement que Mme Belkacem ne vaut rien du tout, ne vaut pas un coup, je pense que c'est un peu fort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, ça y est, on va pas relancer le débat. Nicole Suzy, voilà, Nicole Suzy, s'il vous plaît. Nicole Suzy. Ça y est, c'est bon. Allez, messieurs, j'ai bien compris. En tout cas, vous voyez bien, c'est assez compliqué, en tout cas, de bâtir quelque chose autour d'une France plus métissée, plus cosmopolite. On a eu Ramayad, on a eu Madame Vallaud-Belkacem. Oui. Et puis, demain, on aura quelqu'un d'autre, peut-être, qui vous fera plaisir. Oui, peut-être aussi au sommet de l'État, c'est-à-dire un président issu de la diversité. Allez, messieurs, madame, merci à Nicole Suzy. Vous reviendrez ici même. Merci à vous, à Alice Soumaré, après ce clash avec Mourad Ghazouani. Mais c'est aussi ça, c'est structurant. Absolument. Absolument. Merci Alice Soumaré, merci Mourad Ghazouani. Les socialistes, je serai toujours en forme. Exactement. Merci Mourad Ghazouani, merci. Le débat continue sur la page Facebook, ça fait débat, et sur Twitter, @CFDébat. Ne bougez pas, restez avec nous. Mon invité, c'est la situation qui est assez chaotique en Centrafrique, et c'est avec Monsieur Nelson Tadjer, qui est le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Restez avec nous, c'est tout de suite. C'est parti. Allez, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans Ça fait débat, ici même sur Télésud et tous les dimanches sur numéro 23, merci à vous. Merci si vous venez de nous retrouver. Mon invité, il s'agit, pour parler de la situation en Centrafrique, parlons-en justement, Monsieur Nelson Tadjer. Vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de la situation en Centrafrique. Mais avant tout, vous savez, en mars dernier, le président angolais, il avait octroyé un don de 10 millions de dollars à son homologue centrafricaine. Je veux parler de la présidente de la transition qui s'appelle Catherine Samba Panza. Alors, pour renflouer, bien sûr, un pays qui est en faillite. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais attention, c'est là où on découvre le poteau rose. Un quart de cette somme n'est pas entré dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un simple oubli? Non. Nelson Tadjer. Tout à fait, ce n'est pas un oubli. C'est par contre, la présidente a montré son vrai visage. Elle n'est pas venue pour reconstruire la Centrafrique, elle n'est pas venue pour reconstruire, pour ramener la paix en Centrafrique. Elle n'est pas venue pour les Centrafricains. Ça veut dire que là, vous la condamnez d'entrée, là. Ça veut dire qu'en gros, elle a piqué l'argent, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une voleuse. Je la traite, vous ne pouvez pas dire ça. Je la traite. Mais où sont passés les 2,5 millions de dollars? C'est passé où? Donc, elle est juste venue s'enrichir sur le dos des Centrafricains. C'est inadmissible. Donc, elle doit que démissionner, c'est tout. Mais est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Non, attendez, vous dites c'est une voleuse. Mais en même temps, attendez, moi je veux simplement comprendre, Monsieur le Président. C'est une voleuse. Oui. Est-ce que vous avez des preuves? Mais écoutez, les preuves sont là. Où sont passées les sommes d'argent qui étaient détournées? Un quart de la somme. Oui. Et 10 millions de dollars. Et aujourd'hui, au lieu qu'elle puisse vraiment s'atteler à son rôle de chef de l'État, elle ne fait que faire des business, faire des affaires de diamants et détournements, acheter des immeubles au Cameroun. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Elle n'est pas venue pour reconstruire ce pays. Donc, elle a seulement que l'obligation de démissionner, c'est tout. Donc, président, donc elle doit démissionner. Mais déjà, elle a prouvé aux juges en communauté internationale qu'elle est incapable à gérer ce pays. Donc, alors en même temps, elle s'est exprimée là-dessus. Elle n'a pas sa place, non. Qu'est-ce que vous entendez? Monsieur Tadjer, je vais vous poser la question. Oui. En même temps, Catherine Samba Panza, donc, elle plaide sur la bonne foi. Elle plaide la bonne foi. Elle dit, il en va de soi que la procédure normale en la matière, ce vont de souveraineté, évidemment, il a été comptabilisé, etc., et inclus dans le compte courant. Et elle plaide la bonne foi. Vous répondez quoi? Non, c'est faux, parce que dernièrement, j'avais aussi suivi une intervention où elle a dit qu'une partie des sommes d'argent a été allouée à des actions humanitaires. C'est archiment faux. C'est archiment faux parce que quand sa famille, quand ses parents qui l'entourent et avec ces mauvais conseillers qui sont aussi à l'origine de ces détournements, et cependant les Centrafricains de souche sont en train de souffrir dans les villages, sont en train de souffrir dans les provinces, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc alors, on ne peut pas continuer. On parle, monsieur Tadjer, on parle de 2,5 millions de dollars. On parle de cette somme qui a disparu un peu dans la nature. 2,5 millions. Moi, j'impute la responsabilité à la France. Parce que c'est la France qui l'a amené
Donc, les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités parce que j'ai toujours dit haut et fort, Manasseh Ampaza n'a jamais été nommé, n'a jamais été élu démocratiquement par l'Est africain. Elle a été juste nommée par la France. Donc, les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités parce que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur avec cette dame. Donc, elle doit purement, simplement prendre ses responsabilité, emmener Manasseh Ampaza à démissionner et que son Premier ministre aussi doit démissionner, le CNT doit être dissous et refaire tout à zéro. Alors parlons-en. Il y a quelques semaines, quelques mois même à peu près, la présidente de la transition, elle a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, voilà ce qu'elle dit. Elle dit... concernant, bien sûr, malgré certains progrès, son pays connaissait toujours une situation préoccupante au plan sécuritaire, humanitaire et économique. Et en même temps, vous lui demandez de démissionner. Mais elle est préoccupée quand même par la situation de son pays. Elle le reconnaît que les choses ne sont pas simples à gérer et qu'elle a, faut le dire aussi, Nelson Tadjer, elle a récupéré un pays quand même qui était chaos. Ça vous fait sourire? Monsieur Adil, ne prenez pas les Centrafricains pour des dupes. Cette dame, elle veut faire croire aux yeux de la communauté internationale qu'elle est plus inquiétée que même les Centrafricains de souche. Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'elle a juste montré une face, c'est-à-dire qu'elle maîtrise la situation. Mais je vous dis jusqu'à aujourd'hui, Manasseh Ampaza ne maîtrise rien en plus centrafricaine. Elle est incapable, elle a montré ses limites aux yeux de la communauté internationale. Elle ne peut plus rester présidente de la République. Elle doit que démissionner, c'est tout. Mais je vous informe qu'en ce moment, il y a des gens qui se préparent. Soit il y a deux possibilités. Si elle ne démissionne pas, on va la forcer de gré ou de force. Malgré la présence des Sangaré Sabangi, malgré la présence des Miska, nous allons passer par la force. Vous nous apprenez quelque chose. Nous allons passer par la force. C'est-à-dire, comment? Non, mais non. Vous avez l'air déterminé, mais comment c'est-à-dire? Non, mais je ne peux pas... Mais moi, je ne prends pas les choses à la légère. Je ne peux pas... Vous êtes en train de nous dire, soit elle démissionne et vous réclamez, j'ai bien compris dans ce débat, vous réclamez sa démission. Je ne peux pas dévoiler nos actions, mais si, les Centrafricains, ils ont besoin de savoir. Ce qui est sûr, il y a deux possibilités. Soit elle ne démissionne pas. La deuxième possibilité, on va employer la manière forte. Terminé. Ça veut dire quoi, les manières fortes? Non, mais attendez. Non, mais attendez. C'est quand même important ce que vous êtes en train de dire là dans Ça fait débat. Et je ne veux pas que ça se retourne contre nous. Oui. Ça veut dire quoi, de la manière forte? Mais les manières fortes, si elle continue à s'entêter, voilà, donc... Vous allez, c'est quoi? C'est une guerre? Non, pas la guerre, mais utiliser la manière forte. Et le moment venu. Et c'est pour... très bientôt. Vous êtes en train de quoi? De menacer la présidente actuelle là, de transition? Je ne la menace pas parce que tout simplement, elle pense que les Centrafricains sont ces marionnettes qu'elle peut jouer avec. Non, mais je pense qu'elle se trompe largement. Et il est temps que nous, Centrafricains, nous puissions prendre vous êtes en train de nous nos responsabilités et l'avenir de la République centrafricaine en main. Vous êtes en train de nous dire ici dans Ça fait débat, Monsieur Tadjer, que vous êtes en train de préparer, d'accord, le prochain plan pour la Centrafrique. Oui, bien sûr, mais le moment viendra, ce plan sera dévoilé. Ce sera dévoilé. Bon, alors, clairement, si j'ai bien compris, là, de toute façon, vous avez assez joliment planté le décor. Est-ce que le personnel politique est à la hauteur de la tâche qui lui incombe depuis le début de la transition? C'est-à-dire, priorité, ma première question va être très simple, Monsieur Tadjer, ramener la paix dans le pays. Échec ou réussite? Échec. Échec, pourquoi? Parce que les hommes politiques aujourd'hui en République centrafricaine sont incapables de se prononcer sur cette crise, de toucher vraiment du doigt, d'aller sur le terrain auprès de la population, vraiment, c'est-à-dire d'être actifs comme ils avaient été à l'époque. Malheureusement, tout le monde se tait. Et en ce moment, c'est la population qui paye. Alors, c'est inadmissible. Quel est votre sentiment? Est-ce que, selon vous, la transition politique centrafricaine, aujourd'hui, elle ne mènera à rien? C'est-à-dire à court, moyen et long terme? Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'aller, en ce moment où je vous dis, nous allons en ce moment tout droit dans le mur. C'est le chaos en ce moment. Parce que, vraiment, je ne comprends plus nos politiques à Bangui. La transition est gérée d'une manière ethnique, est gérée d'une manière avec ses parents. C'est-à-dire, c'est devenu une transition du favoritisme. C'est-à-dire,
quelqu'un comme moi, exemple, qui veut dire la vérité en face, on préfère nous écarter parce que la présidence et certains politiques... Il faut faire quoi alors? Il faut donc aller aux élections pour qu'une nouvelle administration, puisse se dérouler, son programme? Anticiper rapidement. Donc vous réclamez ça? C'est votre plan celui-là? C'est quoi? C'est réclamer? C'est ça votre plan? Mais oui, mais si... Mais est-ce que c'est ça votre plan dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce que c'est réclamer des nouvelles élections? Le plus rapidement possible. Mais à condition que si elle veut s'entêter... C'est ça votre plan? C'est ça votre plan? Non, mais à condition que si Mme Sarah Paza veut s'entêter, on utilisera la force. Monsieur Tadjer, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse comprendre. C'est ça votre plan? C'est réclamer des élections? Tout à fait. Mais à condition que si elle démissionne, on ira aux élections. Vous allez le rendre officiel le quand? plus rapidement possible. Mais si elle ne démissionne pas, on va utiliser la manière forte. Vous allez le rendre officiel à quel moment? Très bientôt. Très bientôt. Bon, alors, écoutez, Nelson Tadjer, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent de le retrouver, vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Vous pouvez le commenter, vous qui nous regardez chez vous, sur numéro 23 et sur Télésud, sur la page Facebook, ça fait débat, vous likez, vous commentez, et puis sur Twitter, @CFDébat. Alors, c'est vrai que la situation, vous l'avez dit, elle est chaotique en Centrafrique. Oui. On a bien compris votre positionnement. La jeunesse dans tout ça. Et finalement, est-ce que c'est pas elle la relève? C'est malheureux que depuis le changement de mars 2013, nous avons pensé que la jeunesse vraiment allait être active dans la reconstruction de la nouvelle République centrafricaine. Mais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, ces politiques, ils ne veulent pas en aucun cas que les jeunes puissent prendre la relève. C'est inadmissible que quand un jeune veut essayer de faire quelque chose pour son pays, on cherche tout de suite à l'étouffer, tout de suite à le mettre à l'écart, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, les politiques ont juste peur, parce qu'il y a une force, il y a une puissance montante au sein de la jeunesse qui est en train de monter en force. Eh ben, j'espère qu'on va vous laisser la place. Allez, Nelson Tadjer, on arrive au terme de cet entretien. Dans le cadre de Ça fait débat, Nelson Tadjer, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Allez, pas un mot, pas des phrases. Un mot que représente pour vous l'Afrique. Nelson Tadjer. La démocratie. L'Afrique, quelle priorité selon vous? Un mot, Monsieur le Président. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pas mal. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? L'ancienneté. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Démocratie. Enfin, dernier mot, en quelques secondes, en 5 secondes. Je demande à la jeunesse centrafricaine de se lever et de prendre ses responsabilités, car le moment de la division est terminé. Nous devons nous unir main dans la main pour relever le défi. Je vous remercie. Merci à vous, Nelson Tadjer. Vous êtes le président des Forces révolutionnaires pour la démocratie. Le débat continue sur les réseaux sociaux, la page Facebook Ça fait débat. Vous likez Ça fait débat, vous commentez. Et puis sur Twitter, @CFDébat. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Merci à toute l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. Rencontrez Shaka, roi légendaire et créateur de l'Empire Zoulou. Ce guerrier redoutable comparé à Napoléon révolutionnera le continent africain par ses stratégies guerrières et son armée invincible. Je vous attends. Ne restez pas là tous les trois à trembler comme des vieilles femmes. Tuez-moi! Et maintenant, à quoi te sert ta magie sorcière? Shaka Zoulou, tous les mercredis à 21h15 sur Télésud. Hey! Du 18 au 21 décembre 2014, les Docks de Paris accueillent la Foire Tropicale, l'événement sur mesure dédié aux cultures du monde. Avec plus de 50 000 visiteurs attendus. Envie de faire partie du show? Les inscriptions sont ouvertes. Place limitée, dépêchez-vous. Infoline 07 85 04 55 38. Facebook Foire Tropicale. Nous sommes au lycée classique de Makar dans le département du Nord-Ekele.
Ici, les élèves reçoivent les cours dans les salles de classe inondées par les eaux. Concernant la lutte contre Ebola, des jeux vidéo ont été créés. Le principe du jeu, c'est de faire le maximum d'atteintes par la maladie. Et je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire tiquer. On vous dit dans les conditions que si vous commencez par l'Afrique, vous êtes sûr de faire un grand nombre. Selon les derniers rapports de l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie a déjà occasionné 3338 décès. Il y a tout le monde qui construit des établissements déjà. Ça fait en sorte qu'on ne fasse pas un distinguo entre les enseignants et les enseignants. Mais qu'est-ce que ça signifie, Moustique? Enseignant et enseignant. Il y a les enseignants qui sont là pour véhiculer des notions, des connaissances. Exact. Oui, transmettre le savoir. Et il y a des enseignants qui sont là parce que ça ne va pas chez eux. Ils sont là pour lutter contre le Vous vous plaignez de nouveaux impôts. Vous n'avez encore rien vu. Après ma brillante victoire à la prochaine élection pestilentielle, je vous imposerai la taxe sur la respiration. La taxe sur la respiration sera proportionnelle à la grosseur du nez. L'école accueille un élève rentré récemment de Guinée, un des pays touchés par Ebola. L'enfant va bien, mais certains parents s'inquiètent. C'est vrai qu'on aurait dû le mettre en quarantaine. Vu qu'il y a un temps d'incubation de 3 semaines, on fait comment nous pendant 3 semaines? On se pose des questions, on retire nos enfants, on les laisse. Depuis 5 ans, je travaille comme apprenti avec mon mari qui est propriétaire du véhicule. Mon mari se plaignait souvent de la cherté de la vie. Et là, j'ai décidé de l'accompagner parce que le travail me plaît. Il a été mécanicien pendant 15 ans et je l'accompagnais quand il partait travailler. On nous envoyait de la nourriture. Ils sont des étrangers. Ah, vraiment, faut que je vois un peu. Oui. C'est bon. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il n'y a plus d'émission, c'est bon, ça suffit. Rentrez chez vous. C'est midi, c'est fini. C'est midi. C'est fini. C'est midi, c'est fini. The Wild est un extraordinaire soap africain. Et je n'ai rien fait d'autre que de m'amuser un peu. La petite amie de mon frère n'est pas à ta disposition. Ah, d'accord, je vois, c'est ça ton problème. La piscine, oui, je l'ai eu. Son véhicule, la cuisine, il y a encore à faire. C'est l'histoire de 3 familles que tout oppose. C'est la première fois depuis la mort de papa que Kumo, toi et moi, on se retrouve. Vous en vouliez plus? Télésud l'a fait. The Wild, 2 épisodes, c'est désormais du lundi au vendredi à 14h sur Télésud.
Shining